Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Jahazi le podcast du site d'histoire-géographie de l'Académie de Mayotte. Notre objectif est d'abord d'apporter un éclairage scientifique et pratique en interviewant des chercheurs, des enseignants, spécialistes d'une notion contenue dans les programmes d'histoire-géographie, de MC ou de spécialité. Jahazi le podcast est ensuite le moyen pour notre discipline dans une région géographiquement éloignée des grandes institutions scientifiques et culturelles de garder une mémoire des entretiens donnés par les spécialistes. Jazzy le podcast se veut enfin un instrument d'auto-formation professionnelle conçu comme un écho des stages organisés dans le cadre du plan académique de formation. Aujourd'hui, nous avons l'immense honneur de recevoir Gilles Sabourin. Gilles Sabourin, vous êtes donc ingénieur dans le domaine nucléaire, vous êtes spécialisé dans la sûreté des centrales, vous avez travaillé pendant plus de 20 ans pour le Bureau montréalais d'énergie atomique du Canada, vous avez consacré 15 ans de votre vie à mener une enquête sur l'aventure atomique montréalaise pendant la Seconde Guerre mondiale, travail qui s'est concrétisé dans un livre paru en 2020 aux éditions Septentrion intitulé Montréal et la bombe et qui a remporté le prix Hubert Reeves 2021 dans la catégorie grand public. Pour animer ce podcast avec moi, comme à l'accoutumée, M. Clément Camouly-Lecran, professeur d'histoire-géographie, formateur académique et chargé de mission d'inspection. Alors, Gilles Sabourin, nous vous recevons aujourd'hui pour évoquer votre domaine de recherche, à savoir le nucléaire. Et donc, pour débuter ce podcast, pourriez-vous nous expliquer quelle a été la chronologie du nucléaire, des découvertes d'Écurie au projet Manhattan? Oui, je vais essayer de faire ça rapidement pour passer aux autres sujets après. Disons que ça a commencé en fait juste avant l'Écurie là, par Henri Becquerel qui a découvert la radioactivité tout à fait par hasard en fait parce qu'il avait laissé un sel d'uranium dans dans un film qui avait été non découvert là. Puis il s'est aperçu que il y avait des émissions de rayonnement qui sortaient de l'uranium sans intervention extérieure. Et avant lui, on n'avait jamais vraiment observé ça. Et très rapidement, son expérience a été reprise et confirmée par Pierre et Marie Curie. Et donc, ça, c'était en 1896. Et les Curie ont été, disons, les premiers à faire beaucoup d'expériences et à prouver, entre autres, là, en 1898, l'existence du radium qui est produit par la décroissance de l'uranium. Plus tard, après le polonium donc, les Curie ont été vraiment majeurs là, dans la découverte et dans le développement de la radioactivité et ensuite du nucléaire. Pourquoi on parle du nucléaire? C'est dû à deux autres découvertes qui ont été faites par Ernest Rutherford, une à Montréal, d'où je vous parle, à l'Université McGill, et il a prouvé que la radioactivité, en fait, c'était la transmutation, ce qu'on disait là, au Moyen Âge, la transformation d'un élément dans un autre élément. Par exemple, l'uranium est radioactif et se transforme en polonium après quelques décroissances ou en radium. Donc, c'est une caractéristique très importante de la radioactivité parce que jusque-là, jusqu'en 1904 environ, là, avec la découverte de Rutherford, on disait que les atomes étaient insécables, qu'on ne pouvait pas les casser, les séparer. Et Rutherford a prouvé que la radioactivité, finalement, les atomes ne sont pas insécables. Là, ils peuvent se transformer dans d'autres éléments. Ensuite de ça, en 1911, le même Rutherford a prouvé que un atome est constitué en fait d'un noyau, donc d'où le nucléaire, d'un noyau qui est très petit, mais qui concentre la grande majorité de la masse de l'atome, et d'une couche externe, là, c'était pas sûr à l'époque, mais disons d'électrons. Il y a eu le premier modèle de l'atome, qui est le modèle qui ressemble un peu au système planétaire, là, où on a le noyau de l'atome, qui est un peu comme le Soleil dans notre système, et les électrons, un peu comme les planètes. Disons, en gros, là, c'est vraiment une image là,
tourne autour, ça c'était Niels Bohr en 1913 qui a créé ce modèle-là. Ensuite, dans les étapes suivantes, et là, donc, il pensait que le noyau était fait uniquement de protons et la couche externe d'électrons. En 1932, là, on passe plusieurs années, mais en Angleterre, James Chadwick a découvert le neutron, a donc montré qu'il y avait au moins une troisième particule qui existait là, dans la nature, donc électrons, protons et neutrons, et que le noyau était en fait constitué d'un assemblage de protons et de neutrons. Ensuite de ça, en 1939, juste avant le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une découverte fondamentale qui a été faite en Allemagne par Otto Hahn et Lise Meitner. C'est la fission de l'uranium. Donc, ces deux chercheurs-là ont montré que lorsque l'uranium absorbe un neutron, il se casse en deux morceaux là, importants. Et ça, c'était une découverte qui a pavé la voie. C'est de là qu'on parle après ça du nucléaire à l'énergie nucléaire et aussi aux bombes nucléaires. Et c'est quand même ironique que ça a été fait juste avant le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale. Et même l'explication s'est faite après le déclenchement parce que Lise Meitner, qui était juive, a dû fuir, était autrichienne, mais en tout cas après l'Anschluss, l'invasion de l'Autriche par l'Allemagne, même si elle travaillait à Berlin, là, elle a dû fuir, elle a perdu la nationalité, puis elle s'est réfugiée en Suède. Et c'est de là qu'en fait, elle a expliqué les expériences qui avaient été faites par Otto Hahn, comme quoi l'uranium se cassait en deux morceaux importants. Et à partir de là, pendant la guerre, principalement en Angleterre, et aux États-Unis, il y a eu beaucoup d'autres découvertes majeures qui ont été faites, qui ont mené à la bombe et après la guerre à l'énergie nucléaire. D'accord. Alors, merci pour ces précisions. Juste une petite question. Tu nous as parlé d'uranium. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que l'uranium, en fait? L'uranium, c'est un des éléments du tableau périodique, là. Donc, il y a 92 éléments qui sont naturels, qu'on peut retrouver dans la nature, dans le tableau périodique. Et le plus lourd, c'est l'uranium. Donc, c'est l'élément 92. Il y a une chose qu'on doit expliquer aussi qui est importante, c'est des isotopes. Donc, c'est différentes sortes ou variétés, si vous voulez, d'uranium. Donc, dans la nature, il y a 3 isotopes d'uranium. L'uranium 238, 235 et 233. Et donc, ils varient seulement par le nombre de neutrons dans le noyau. Ils ont différentes masses atomiques. Donc, le 238, c'est donc la masse atomique de l'uranium 238, mais les 3 isotopes ont le même nombre de protons, donc 92 protons, qui est le numéro dans le tableau périodique. Et ça, c'est important parce que il y a l'uranium qui est fissile, celui qui fissionne puis avec lequel on peut produire l'énergie nucléaire, c'est l'uranium 235 qui forme moins que 1% de l'uranium dans la nature. Plus que 99%, c'est de l'uranium 238. Et ça, ça a joué, ça a une très grande importance et encore aujourd'hui là, sur la production de l'énergie nucléaire. D'accord, merci. Alors, juste histoire qu'on soit bien clair sur le vocabulaire, Oui. que nous, on n'est pas spécialiste, et c'est vrai que souvent, on utilise des termes pour un autre. Voilà. Si on devait expliquer clairement à nos élèves la différence entre atomique et nucléaire, est-ce que tu pourrais juste nous préciser ce que recouvrent exactement ces deux termes? En fait, atomique, ça a un rapport avec l'atome, donc ça touche ce qui, normalement, ça devrait être utilisé pour ce qui touche l'atome, l'ensemble, et non. Donc, le noyau et les couches externes d'électrons qui tournent autour du noyau, c'est ce qui est atomique. Nucléaire, ça concerne ce qui touche directement le noyau de l'atome. Donc, l'assemblage de protons et de neutrons qui sont au centre. Malheureusement,
historiquement, on a utilisé, les deux termes ont été utilisés de façon un peu interchangeable. En fait, au départ, on parlait de bombes atomiques, mais en fait, le terme exact, ça devrait être bombe nucléaire parce que l'énergie qui vient de la bombe vient du noyau de l'atome et non de réaction nucléaire et non pas de réaction qu'on pourrait dire atomique. Là, en fait, on dit des réactions chimiques quand c'est les atomes qui sont impliqués dans les réactions, c'est des réactions chimiques. Mais historiquement, on a utilisé atomique un peu dans le sens de nucléaire, en fait, qui aurait dû être le terme qui aurait dû être utilisé dès le début. Là. D'accord. Donc, ça veut dire que les bombes que les Américains ont envoyées sur Hiroshima et Nagasaki les 6 et 8 août 1945, ce sont donc des bombes nucléaires, Oui, c'est des si on bombes veut nucléaires. être scientifiquement précis. D'accord. Très bien. Alors, juste une dernière petite question. Nous, notre programme de spécialité, il nous demande de travailler sur donc, les grands jalons de l'histoire du nucléaire, des époux-Curie, comme tu l'as très bien rappelé, jusqu'au projet Manhattan. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est que ce fameux projet Manhattan qui a lieu donc, pendant la Seconde Guerre mondiale, il me semble? Oui. Donc, en fait, le projet Manhattan, c'est le projet de construction des bombes nucléaires par les États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Au départ de la guerre, peut-être comme vous le savez, les États-Unis étaient neutres, n'avaient pas déclaré la guerre à l'Allemagne ou au Japon, mais suite à l'attentat de Pearl Harbor en 1941, les États-Unis déclarent la guerre au Japon et de ce fait même, parce qu'il y avait une alliance entre le Japon et l'Allemagne, à l'Allemagne. Et là, et suite à des recherches, là, aux recherches dont j'ai commencé à parler, décide de monter un programme de développement de la bombe atomique, de la bombe nucléaire, moi aussi je dis des fois atomique, là, parce qu'on l'a beaucoup utilisé, à partir de décembre 1941. Et ils mettent des ressources absolument incroyables. C'est du jamais vu, même encore aujourd'hui. Je ne pense pas qu'il y ait de projet qui a été aussi gros parce qu'il y a eu plusieurs centaines de milliers de personnes qui ont travaillé aux États-Unis sur le projet Manhattan pendant la guerre. Et ils développent, à l'époque, on ne savait pas si c'était possible de construire les bombes et il y avait plusieurs options possibles. Et au lieu de débattre et de décider laquelle option était la plus probable, ce qu'ils font en fait, c'est qu'ils essayent tout. Et les bombes qui vont être lancées sur Hiroshima et Nagasaki, ce n'est pas les mêmes. C'est deux bombes différentes. Il y a une bombe à l'uranium et une bombe au plutonium. Donc, les Américains, très rapidement, en fait, en dedans d'un an, ils mettent en service un réacteur nucléaire. Et en dedans de 4 ans, même pas 4 ans, là, 3 ans et demi, et ils développent les deux bombes, les bombes à l'uranium et au plutonium. Aussi, ce qui est intéressant, puis c'était le sujet de mon livre, là, c'est que en parallèle et même un peu avant les États-Unis, il y a un autre programme de développement de bombes qui a été créé, c'était par l'Angleterre, le projet Tube Alloys, alliage de tube, qui est un terme juste pour pas que personne sache ce que c'était, là, vraiment comme recherche. Et ça a commencé en fait en 1940. Donc, presque un an et demi avant le projet Manhattan, les Anglais ont démarré leur propre projet suite à des recherches qui avaient été faites en France au laboratoire Curie puis au Collège de France, là, Frédéric Joliot-Curie, qui était le conjoint, le mari de Irène Joliot-Curie, la fille de Pierre et Marie Curie, avait un programme. Au départ, c'était plus sur l'énergie nucléaire, disons sur la fission, puis voir l'énergie qui sortait de la fission de l'uranium. Et quand les Allemands ont envahi la France, ils ont déménagé. Pas Joliot-Curie est resté en France, mais ses collaborateurs ont déménagé en Angleterre, à l'université Cambridge. Et là, on continue. Bon, les Anglais aussi avaient commencé leur propre recherche. Ils se sont joints et ont créé, le gouvernement Churchill a créé un projet qui s'appelle le projet Tube Alloys. Et c'est ça qui éventuellement a déménagé à Montréal pendant la guerre, là, qui n'a pas donné la bombe pendant la guerre, mais qui a éventuellement quand même donné
la bombe en Angleterre et en France. Là, c'est du projet Tuballoys d'où viennent les deux bombes britanniques et françaises. Et alors, pourquoi avoir déménagé ce projet britannique au Canada? L'Angleterre, comme on le sait, était vraiment travaillait dans tous les domaines là, et avait toutes les ressources en Angleterre étaient utilisées principalement en fait pour se défendre et aussi pour contre-attaquer l'Allemagne. Et donc, il y avait un gros problème de ressources. Et le projet Tuballoy, le projet de recherche sur la bombe, on a besoin de beaucoup d'uranium, d'eau lourde, qui est en fait, dans un réacteur nucléaire, on a besoin d'une source d'énergie, l'uranium, mais aussi de ce qu'on appelle un modérateur, qui est il y a différents types de modérateurs. Ça peut être de l'eau ordinaire, de l'eau lourde, du graphite. Ça sert à ralentir les neutrons produits pour qu'ils soient réabsorbés par l'uranium. Donc, en tout cas, on pourra rentrer peut-être tantôt un peu plus dans les détails là, techniques, mais c'est un élément essentiel à un réacteur nucléaire. Et cette ressource-là était très limitée en Angleterre. Et les Anglais savaient qu'en Amérique du Nord, aux États-Unis ou au Canada, on avait des grandes ressources d'uranium et aussi des possibilités de fabriquer de l'eau lourde. Donc, la décision a été prise de déménager le projet Tuballoys de Cambridge en Angleterre. Finalement, c'était à Montréal. Bon, il y a eu des différences avec les Américains. Les Américains ont parti leur propre projet, puis finalement se disaient ne plus avoir besoin des Anglais. Là, puis il y a eu même un peu une compétition entre les deux projets pendant un certain temps. Et ben, Montréal, c'est ça, c'était la plus grande ville industrielle du Canada. C'était plus facilement accessible. Il y avait deux universités. Et donc, c'est à Montréal. C'est pour ça que ça a été déménagé à Montréal pendant la guerre. Mais c'était secret. L'Université de Montréal venait de construire un nouveau pavillon là, sur ce que nous, on appelle la montagne, là, qui est une colline, disons, qui est au centre de Montréal. Et il y avait des pavillons inoccupés. Et le Conseil national de la recherche du Canada, qui gérait le projet là, pour le Canada, a loué une partie de l'Université de Montréal. Et c'est là que le projet Tuballoys a déménagé là, en 1942, à la fin 1942. D'accord. Merci pour toutes ces précisions. Une dernière petite question, puis après je laisserai la parole à mon collègue. On a parlé des Curie père et mère. On a très rapidement abordé le cas de Irène, leur fille. Il me semble qu'après la guerre, en 1946, il me semble, il y a eu la découverte de la pile atomique. Peut-être que tu vas me contredire sur la chronologie, mais il me semble avoir lu ça. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que la pile atomique et finalement à quoi ça sert? En fait, ce qu'on appelait pendant cette époque-là, la pile atomique, c'est un réacteur nucléaire. Le terme pile atomique, ça vient des expériences aux États-Unis qui étaient menées par Enrico Fermi. Et dans cette conception-là, du premier réacteur qui a opéré là, dans le monde, c'était à l'Université de Chicago. Le modérateur, ce qui sert à ralentir les neutrons pour qu'ils soient réabsorbés par l'uranium, c'était du graphite. Et donc, on montait une pile. C'était en hauteur, et plus on mettait d'uranium et de graphite, éventuellement, c'est comme ça qu'on a atteint la criticité, là, qui était le moment où il y a une réaction auto-entretenue de fission nucléaire. L'uranium se fissionne, produit des neutrons qui sont ralentis par le graphite dans le cas de ce réacteur-là et réabsorbés par l'uranium qui fissionne à nouveau. Il faut une certaine hauteur, une certaine quantité d'uranium et de graphite, et c'était une pile. Donc, c'est pour ça qu'on appelait une pile. Puis, par allusion à ça, les premiers réacteurs nucléaires ont tous été appelés des piles, même si ce n'était pas nécessairement fait de la même façon. En France, bon, le premier réacteur hors des États-Unis a été construit au Canada, à Chalk River, qui est un peu 200 km au nord d'Ottawa, sur la rivière des Outaouais. Et c'est un réacteur uranium eau lourde. Donc, c'était
au lieu du graphite, on avait de l'eau lourde. Là, c'est plutôt en fait une genre de piscine, de bassin dans lequel on rentre de l'uranium puis on remplit d'eau lourde jusqu'à ce qu'on atteigne la criticité. La personne qui était responsable de ce projet-là s'appelle Lev Kowarski. C'était un des collaborateurs de Frédéric Joliot au Collège de France à la fin des années 30. Et lui avait la nationalité française. Bon, il était né, il y a une longue histoire, il était né en Russie, puis il a vécu à Kaliningrad, mais c'était un juif. Il a fui en Allemagne, après ça, il a fui en France, où il a fait la majorité de ses études. Et il a obtenu la nationalité française pendant la guerre, au début de la guerre, avant que l'Allemagne envahisse. Et il a fui, c'est lui, entre autres, qui a fui en Angleterre, puis après ça, il est venu à Montréal. Et après la guerre, il est retourné en France, puis il a été nommé dans un des directeurs là, du commissariat à l'énergie atomique qui a été créé, je pense que c'est ça, en 1946 ou en 1945, mais disons que c'est lui aussi qui a été nommé comme premier directeur de la première pile atomique en France, qui est Zoé, le réacteur Zoé, qui était en fait une réplique presque identique de ce qui avait été construit à Chalk River. Donc, ils ont réutilisé leur expertise qui avait été développée en Angleterre et au Canada pendant la guerre. Et c'est ce qui a permis à la France de démarrer un programme nucléaire très rapide. Là, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il n'était pas le seul Français qui a travaillé à Montréal pendant la guerre. Il y avait un groupe, là, il y avait un groupe de 7-8 Français qui ont contribué de façon importante au projet Tuballoys, là, puis au développement du premier réacteur au Canada. Ils sont retournés en France et ont été, quand on voit, il y a une photo là, du commissariat à l'énergie atomique des principaux membres du commissariat à l'énergie atomique en 1946, et je pense que sur les 7 principaux, il y en a 5 qui avaient travaillé à Montréal pendant la guerre. D'accord. Alors, du coup, vous en avez un petit peu parlé, mais est-ce que vous pourriez expliquer de manière simple pour les profanes en physique que nous sommes, comment fonctionne justement une centrale nucléaire? Donc, une centrale nucléaire, la source de l'énergie, c'est de l'uranium. Donc, on fait dépendamment des types, il y a plusieurs types de réacteurs, mais on fait des barres d'uranium ou d'oxyde d'uranium. Dans certains réacteurs, sont verticales, dans d'autres, c'est horizontal. Et là, on déclenche la réaction, on met une source de neutrons et comme j'expliquais, là ensuite, il y a une fission, une auto-entretenue, une réaction nucléaire auto-entretenue. Et c'est ça, quand l'uranium se casse, la fission nucléaire, c'est que l'uranium se casse en 2 morceaux. Ils partent avec une assez grande vitesse et ils sont absorbés par la matière qui est alentour et ça crée de la chaleur. Donc, c'est comme si on avait une bûche. En fait, c'est assez simple en réalité, l'énergie nucléaire, parce que tout ce qu'on fait, c'est qu'on chauffe, on produit de la chaleur. Dans le cas de l'énergie nucléaire, c'est à l'intérieur de l'uranium. Et on envoie de l'eau pour sortir la chaleur de l'uranium. Et éventuellement, cette eau-là bout, devient très, très chaude et se transforme en vapeur ou passe dans un échangeur de vapeur, passe dans un échangeur de chaleur où tu as de l'eau très, très chaude dans un côté et de l'autre côté, il y a de l'eau, d'autres eaux qui se transforment en vapeur parce qu'on ne veut pas nécessairement que l'eau produite, de l'eau qui est en contact avec l'uranium rentre directement en contact après ça avec la turbine. Là. Donc, on chauffe de l'eau qui passe dans un échangeur de chaleur. Et de l'autre côté de l'échangeur de chaleur, on produit de la vapeur. La vapeur fait tourner une turbine qui, elle, fait tourner un alternateur qui produit de l'électricité. C'est très semblable, en fait, à d'autres centrales thermiques, là, comme les centrales au charbon, qui sont dans les plus vieilles centrales qu'on a produites, où là, la source de chaleur, c'est du charbon qui brûle, ou bien du pétrole, du gaz aussi. Maintenant, on a beaucoup de centrales au gaz. C'est vraiment la source de la chaleur qui est différente. Pour l'énergie nucléaire, c'est une réaction nucléaire, donc de fission de l'uranium. D'accord, bah, c'est très clair. Du coup, sur l'implantation justement de ces centrales nucléaires, est-ce qu'il y a des particularités pour leur implantation et qui décide justement de où elles seront installées?
Ça varie beaucoup, en fait, d'un pays à l'autre, là. Il y a beaucoup de différentes possibilités, mais en gros, c'est une instance nationale qui, maintenant, disons que ça a beaucoup changé aussi au fil des années. Au départ, là, dans presque tous les pays, c'était le gouvernement qui prenait la décision et la population locale n'avait pas vraiment grand-chose à dire. Et les sites, à l'époque, et encore aujourd'hui aussi, ils sont choisis pour des considérations techniques. Donc, on a besoin d'eau pour refroidir le cœur. Et c'est toujours près d'un endroit où il y a une source de refroidissement, donc sur le bord d'un grand fleuve ou sur le bord de l'océan. Quand on voit d'ailleurs les centrales nucléaires, quand on s'imagine dans notre tête une centrale nucléaire, on voit toujours ces grands bâtiments-là, ces formes de bâtiments qui sont associés aux centrales nucléaires. En fait, ça, ce n'est pas la centrale elle-même. C'est des taux de refroidissement. Là, on a des grandes quantités d'eau qui sont là pour refroidir la vapeur d'eau qui sort après qu'elle soit passée dans la turbine pour produire de l'électricité, pour la refroidir, pour qu'elle retourne. Ce sont des circuits fermés. Donc, ça, c'est les considérations techniques. Ensuite, ben maintenant, quand on veut construire un nouveau site, il y a dans tous les pays, bon, moi, je connais plus la situation au Canada, là, mais on a une instance nationale canadienne qui s'appelle la Commission de l'énergie nucléaire, qui fait des audiences publiques dans les différents sites où on peut implanter et qui fait des recommandations. Puis ensuite, évidemment, c'est le gouvernement qui prend la décision finale. Donc, en gros, je ne sais pas si ça répond à la question, là. C'est ça. Dans d'autres pays, évidemment, dans les pays plus totalitaires, ben, il n'y a pas de consultation publique. Mais on le sait avec historiquement comment ça s'est passé dans plusieurs pays. Ça a été décidé d'en haut, puis il n'y avait pas vraiment de consultation de la population. D'accord. Alors, merci pour ces précisions. Et du coup, je vais poursuivre sur un sujet peut-être un petit peu moins amusant. Tu as parlé justement des fameuses tours de refroidissement qui sont souvent effectivement dans le paysage que l'on reconnaît hein, d'une centrale. Et là, du coup, j'invite les auditeurs à regarder derrière mon collègue Vincent Béraud. On voit effectivement une magnifique explosion. Magnifique, ouais, c'est un peu paradoxal, mais on voit une explosion, une explosion d'une bombe. Alors, petite question. On parle donc de nucléaire civil et on parle de bombe nucléaire. Est-ce que tu pourrais nous expliquer quelle est la différence entre ces deux termes, entre ces deux réalités? Et quels sont les liens entre le nucléaire militaire et le nucléaire civil? Donc, la différence est simple, là. Le nucléaire militaire, ça vise à fabriquer des bombes pour détruire détruire, disons, quand c'est utilisé, là, c'est aussi ce qu'on appelle la dissuasion, là, pour empêcher l'ennemi d'utiliser lui-même ces bombes. Donc, c'est vraiment le but du nucléaire militaire, c'est de construire des bombes. Le but du nucléaire civil, c'est principalement de faire de l'électricité. Il y a d'autres applications aussi, le civil, principalement dans le domaine médical. Là, on crée des radioisotopes dans les centrales nucléaires qui sont utilisées en médecine nucléaire, là, et quelques autres applications, là, l'irradiation d'aliments, des choses comme ça. Donc, ça, c'est l'industrie civile, mais la très grande majeure partie des applications, c'est de la production d'électricité. Les liens entre le nucléaire civil et militaire, c'est assez intéressant. Disons que historiquement, pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est là que le nucléaire s'est développé. Il n'y aurait pas eu de grands projets s'il n'y avait pas eu d'applications militaires, là. On donnait de l'argent seulement pour les applications militaires, c'était la survie. Et donc, ça s'est fait en même temps. Mais dès le départ, d'ailleurs, l'équipe de Joliot-Curie, en 1940, a d'ailleurs déposé des brevets à la fois sur des bombes et sur l'énergie nucléaire, l'utilisation, disons, civile du nucléaire. Dès le départ, les scientifiques qui étaient impliqués savaient qu'il y avait des applications civiles et militaires. Et ça s'est développé de façon concurrente. Et les premiers pays
presque tous les premiers pays qui ont développé la bombe ont aussi développé les applications civiles. Ça a été plus long. En fait, c'est plus compliqué. C'est un peu paradoxal, mais c'est plus compliqué contrôler l'énergie, contrôler la production d'énergie qu'en faire une incontrôlée, qui est l'explosion, là. Et ça a été plus long de développer les centrales pour faire de l'électricité que de développer les bombes. Mais dans beaucoup de pays, dont ce qui est un peu paradoxal, là, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, les liens entre le nucléaire civil et militaire sont très importants. Dans les autres pays dans le monde, disons qu'il y a les 5 pays qui ont officiellement, entre guillemets, le droit de posséder l'arme nucléaire, c'est la France, l'Angleterre, les États-Unis, la Russie maintenant, là, avant c'était l'URSS, et la Chine, qui sont les 5 membres permanents. Il y a 3 autres pays qu'on pense qui ont aussi l'arme nucléaire présentement. Là, c'est 3, 4. Là, il y a l'Inde, le Pakistan, Israël et la Corée du Nord. À la fin des années 60, au début des années 70, on a créé un traité international qui s'appelle le traité de non-prolifération, qui en fait visait à aider des pays qui n'avaient pas l'énergie nucléaire civile à la développer. Ces pays-là pouvaient signer en échange, mais ils promettaient en échange de ne pas faire de recherche dans le domaine militaire, de ne pas développer la bombe. Et donc, c'est ça, le Canada est assez particulier parce qu'on a été le 2e pays dans le monde à développer un réacteur nucléaire. On avait, à l'époque, on était en avance, bon, avec l'Angleterre, évidemment aidé par l'Angleterre et les États-Unis, là. On était en avance et on aurait pu développer la bombe, mais le gouvernement canadien, à l'époque, a décidé plutôt de développer, bon, il y avait quand même un aspect militaire, mais de ne pas aller jusqu'au développement de la bombe, de développer l'énergie nucléaire civile. On a quand même produit du plutonium qu'on a vendu aux États-Unis. Bon, c'était dans les années 40 et 50, là. Mais le Canada est quand même un des seuls pays qui a développé le nucléaire civil, une propre production indépendante, là, nationale, avec notre propre type de réacteur nucléaire, sans avoir développé la bombe, là, dans les premiers 20 ans, 25 ans d'existence du nucléaire. Mais dans les 5 pays du Conseil de sécurité, là, les membres permanents du Conseil de sécurité, il y a des liens importants, en fait, entre le militaire civil et le nucléaire. D'accord. Et alors, qu'en est-il de l'Iran? Parce qu'on parle beaucoup du programme nucléaire de l'Iran et des sanctions d'ailleurs internationales, notamment américaines, hein, qui ont frappé ce pays. Tu pourrais nous en parler rapidement, si c'est possible? L'Iran est un des signataires du traité de non-prolifération. Donc, a le droit, si on veut, de développer une industrie civile, mais pas militaire. L'Iran n'a pas de réacteur nucléaire opérationnel présentement et depuis des années développe un programme, civil, supposément civil, en tout cas selon le gouvernement, c'est civil, mais il y avait beaucoup de pays qui craignaient qu'il y ait aussi des applications militaires. Donc, malgré le fait qu'il était sous surveillance de l'Agence internationale de l'énergie atomique, là, c'est l'agence qui surveille les pays pour être sûr qu'ils respectent le traité de non-prolifération. Les États-Unis, entre autres, puis on sait évidemment les rapports qu'il y a entre les États-Unis et l'Iran, là, c'est pas au beau fixe, là. Les États-Unis craignaient donc qu'ils développent des applications militaires et a demandé qu'il y ait des inspections plus importantes. Et effectivement, on pense qu'il y avait un programme secret de développement de la bombe qui n'a pas été mené à terme, en tout cas pas encore jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il y a eu une entente, qu'il y a eu des négociations internationales, dont la France aussi a fait partie, qui avaient mené à des inspections plus importantes en Iran, en tout cas, donc ensuite qui a été dénoncé par Trump, puis que Biden essaie de remettre, là. Donc, malheureusement, là, si je peux m'exprimer à titre personnel, là, mon opinion personnelle, c'est que quand on voit
ce qui s'est passé avec les pays qui ont malgré tout développé la bombe, malgré le traité de non-prolifération, là, si on pense à la Corée du Nord, en fait, ça donne un pouvoir politique important à ces pays-là. Bon, c'est très, très risqué parce qu'on a des sanctions internationales et tout ça, là. Mais on comprend que certains pays y pensent à cause du pouvoir potentiel qu'il y a à posséder la bombe, en fait. D'accord. Et alors, petite question qui va finalement dans la continuité de tout ce qu'on vient de dire. À part Hiroshima et Nagasaki en 1945, est-ce que des bombes atomiques, nucléaires, devrais-je dire, ont été utilisées contre les populations civiles? Il n'y a pas eu d'autres bombes nucléaires qui ont été utilisées. Il y a eu quand même des essais réels là, qui ont été faits à beaucoup d'endroits dans le monde. Et aussi, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a deux types majeurs de bombes nucléaires, les bombes à fission, qui sont comme Hiroshima et Nagasaki, et les bombes à fusion nucléaire. Et là, qui sont en fait beaucoup plus puissantes, jusqu'à 1000 fois plus puissantes que les bombes qui ont été utilisées sur Nagasaki et Hiroshima. Et c'est pour ça qu'on parle parfois de danger de mettre fin à la civilisation humaine si on utilise les bombes H, là, les bombes à hydrogène, là, qui sont les bombes à fusion nucléaire. Et ça, il y a seulement quelques pays qui les possèdent. C'est plus simple, un peu plus facile, en fait, faire des bombes A, les bombes atomiques, là, mais c'est des bombes nucléaires, disons, uranium ou plutonium. Et ça, c'est les bombes que possèdent l'Inde et le Pakistan, par exemple, que les bombes H. Les bombes, mais il y a eu des essais nucléaires. Puis peut-être que quand je regarde derrière Vincent, là, ce qu'on voit, ça, c'est probablement une bombe H, là, parce que c'est tellement énorme que c'est probablement pas une bombe nucléaire de type Hiroshima ou Nagasaki, là. Et principalement, les pays ont fait des tests dans leur dépendance extérieure ou intérieure, là, dans des déserts ou sur des îles du Pacifique. Donc oui, il y a eu quelques effets sur les populations, on le sait, en Polynésie, par exemple, puis aussi des gens qui ont été déplacés pour pouvoir faire des tests nucléaires, mais il n'y a pas eu, à part Hiroshima et Nagasaki, de bombes qui ont été directement utilisées au cours d'une guerre et lancées sur la population. Très bien. Alors, juste, tu parlais justement des gouvernements qui faisaient exploser des bombes dans les dépendances ou dans les espaces un peu isolés. Juste pour les collègues qui écouteraient, donc je rappelle certains faits qui correspondent à l'histoire de France. 13 février 1960, c'est l'opération Gerboise Bleue. La France du général de Gaulle ont fait exploser effectivement une bombe dans le désert en Algérie. Et le 13 juin 1995, Jacques Chirac, fraîchement élu président de la République, annonce la reprise des essais nucléaires, effectivement, comme tu le disais, dans les îles de Polynésie. Et je rappellerai également ce que tu disais sur justement ce fameux risque pour l'extinction de l'humanité. C'est ce qu'ont signé Russell et Einstein dans leur manifeste de 1955, dans lequel ils alertaient sur l'immense danger que représentaient les explosions nucléaires. Alors, une dernière petite question. Désolé Vincent, je poursuis. Tu as parlé de l'Inde et du Pakistan qui détiennent toutes deux l'arme nucléaire. Et du coup, j'aimerais utiliser cet exemple-là pour aborder la notion d'équilibre de la terreur, que l'on est d'ailleurs fréquemment amené à travailler avec les élèves quand on parle de la guerre froide. Alors, même si je sais, et je m'en excuse par avance, que ce n'était pas une question qu'on t'avait posée, est-ce que tu pourrais peut-être nous expliquer ce que c'est que ce fameux équilibre de la terreur qui a prévalu pendant la guerre froide? Ouais, ben, l'équilibre de la terreur, c'est, disons, qu'on fait tellement peur à notre ennemi en possédant des bombes nucléaires qu'on l'empêche lui-même d'utiliser ses propres bombes. Bon, ça a commencé, c'est la course, ou ce qu'on peut appeler aussi la course aux armements. En fait, ça a commencé entre les États-Unis et l'URSS, là, parce que les États-Unis ont été les premiers à posséder la bombe. Et ensuite, très, très rapidement, l'URSS a voulu avoir
son propre stock d'armes nucléaires et ça a été très rapide. Les États-Unis ont été très surpris, en fait, qu'en 1949, l'URSS puisse... Ils pensaient qu'il y avait comme 15 ans d'avance, en fait, sur l'URSS, mais finalement, c'était seulement 4 ans. Là. Et donc, comme l'URSS a développé la bombe, les États-Unis ont été vers la bombe à hydrogène. Pas longtemps après, l'URSS aussi a développé les bombes à hydrogène. Ils ont monté des stocks. Et c'est ce qui s'est passé à plus petite échelle entre l'Inde et le Pakistan. D'ailleurs, le Canada a joué un rôle, en fait, dans ce drame-là, si on peut dire, là, parce qu'il y a toujours un danger que le problème, personnellement, que je vois avec l'équilibre de la terreur, c'est qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'il va y avoir un accident ou que ça va être utilisé par un des deux joueurs de l'équilibre de la terreur. C'est pour ça qu'on parle, je pense, de l'équilibre de la terreur, parce que si un l'utilise, l'autre l'utilise, mais en fait, tout le monde est perdant dans ce cas-là. Là. On compte sur le fait que l'ennemi ne l'utilisera pas parce qu'il a peur que nous, on l'utilise. C'est ça qui est l'équilibre de la terreur. Et ça a atteint son apogée dans les années 70-80, si on regarde le nombre d'armes atomiques qu'il y avait dans le monde. Ça a diminué depuis, heureusement, là, mais il y en a encore énormément. Et d'ailleurs, dans les années 70, il y a des chercheurs qui ont montré que si on utilisait même seulement une fraction des bombes nucléaires que les pays possèdent, ça créerait ce qu'on a appelé un hiver nucléaire. Il y aurait tellement de poussière et de matière qui serait soulevée un peu comme on voit derrière Vincent, là, que ça bloquerait les rayons du soleil pendant des années et même peut-être des décennies, ce qui provoquerait un arrêt de la photosynthèse des plantes, l'arrêt de l'agriculture et tout ça, et un effondrement de la civilisation. Là. Donc, ce n'est pas nécessairement seulement la destruction causée par la bombe elle-même et les morts causées directement par l'utilisation des bombes, mais en fait, c'est les conséquences de l'utilisation d'un grand nombre de bombes qui ferait que on est probablement certain là, qu'il y aurait un effondrement de la civilisation et des extinctions d'espèces et peut-être même de l'être humain là, si on utilisait beaucoup de bombes en même temps. Alors, pour poursuivre sur ces questions, alors on va s'éloigner un petit peu du militaire pour se rapprocher du civil. Et c'est vrai que dans le cadre des débats ou du débat sur le réchauffement climatique, l'énergie nucléaire revient de nouveau sur le devant de la scène. Et il y a un certain nombre de questions qu'il faudrait poser. La première, c'est est-ce que l'énergie nucléaire, est-ce que c'est une énergie renouvelable? On ne peut pas dire en fait que c'est renouvelable, l'énergie nucléaire, puisque le stock, ça vient de l'uranium ou du thorium. Il y a un autre élément qui peut devenir fissile, là, qui après absorber un neutron peut se transformer puis générer de l'énergie, c'est le thorium. L'uranium et le thorium sont dans une quantité très grande, mais quand même limitée. Donc, plus on l'utilise, moins il en reste. Là. Donc, ce n'est pas renouvelable dans ce sens-là. Ce qu'on pourrait dire, par contre, c'est qu'il y en a quand même beaucoup sur la Terre d'uranium et de thorium, et il y en a partout, pas nécessairement en très grande quantité, mais il y en a quand même partout. Puis c'est pour ça, entre autres, là, je ne sais pas si vous entendez en France parler du radon dans les sous-sols, c'est parce qu'il y a de l'uranium qui produit le radon. Fait qu'il y en a des grandes quantités. Économiquement utilisable, ce n'est pas si certain, là, mais donc ce n'est pas renouvelable. Mais pourquoi on en parle dans le cadre des changements climatiques, c'est que l'énergie nucléaire ne produit pas de gaz à effet de serre. Donc, à ce point de vue-là, c'est un peu semblable aux énergies renouvelables. C'est qu'on produit de l'énergie, on produit de l'électricité ou de la chaleur sans produire de gaz à effet de serre. Et du coup, est-ce qu'on peut parler d'une énergie verte finalement, puisqu'elle ne produit pas de CO2? Chaque type d'énergie a ses avantages et ses désavantages. Là, je ne sais pas si on peut, je pense pas qu'on peut vraiment qualifier de verte l'énergie nucléaire, là, dans le sens qu'il y a quand même une production de déchets radioactifs avec lesquels il faut faire quelque chose, puis il y a des risques aussi d'accidents dans les centrales nucléaires. Là. Donc, je ne pense pas qu'on peut dire que c'est
une énergie verte, mais en fait, même les énergies qu'on dit vertes ont aussi des désavantages, là. Quand on pense par exemple à l'éolien, ça utilise des grands territoires et aussi on a besoin, on le sait maintenant, là, de toutes sortes de minéraux, de terres rares pour pouvoir convertir en fait l'énergie du vent en électricité. Puis eux aussi, on a besoin de construire des mines, puis qu'il va y avoir des problèmes géopolitiques, puis même ça a déjà commencé, en fait, euh, où se trouvent ces terres rares-là, puis où elles sont transformées. Maintenant, c'est comme 95% en Chine là, pour la production mondiale. Donc, puis le solaire, c'est la même chose. On a besoin aussi de toutes sortes de minéraux, de cobalt, qu'il y a dans des endroits qui ne sont pas toujours nécessairement facilement accessibles et utilise des très grands terrains aussi, là. Donc, chaque énergie a ses avantages et ses désavantages. Je pense personnellement, c'est dans un mix, un mélange de différents types d'énergie qu'on va pouvoir éventuellement un jour aller vers une production d'électricité et de déplacement, de transport sans produire de gaz à effet de serre. D'accord. Et du coup, sur sur la question justement des opposants au nucléaire dans le cadre de la solution pour le réchauffement climatique, il y a cette question des déchets. Vous en avez parlé. Est-ce que vous Ouais. pourriez déjà expliquer de quels déchets parle-t-on? Qu'est-ce que sont les déchets de l'industrie nucléaire? Et au final, quels sont les problèmes qu'ils posent? Les déchets nucléaires, en fait, c'est les barres d'uranium quand on les rentre dans un réacteur nucléaire. Pendant qu'elles sont dans le réacteur, les fissions nucléaires produisent toutes sortes d'éléments qui sont radioactifs. Bon, l'uranium lui-même, là, l'uranium 238 devient du plutonium et on est pris avec des barres d'uranium, c'est ça qui sont les déchets. Quand on les sort du réacteur après leur utilisation, elles sont extrêmement radioactives et sont composées d'une multitude d'éléments qui sont radioactifs avec différentes demi-vies. Là, c'est le temps que ça prend pour qu'un élément se transforme, la moitié se transforme dans un autre élément. Au départ, les premières années, disons les 5 à 10 premières années, c'est extrêmement radioactif. On doit les entreposer dans des piscines parce qu'elles produisent encore quand même beaucoup de chaleur. Ensuite, on les transfère dans ce qu'on appelle du stockage à sec, mais c'est quand même blindé et tout ça. Et ça reste radioactif dépendamment du type de centrale. Là, ça reste plus radioactif que la radioactivité naturelle pendant des milliers d'années. Et il faut donc les stocker de façon sécuritaire pendant des milliers d'années, d'où la problématique, en fait, comment, pour les ingénieurs, c'est un problème d'ingénierie, mais aussi c'est un problème de société, là. Comment on fait pour stocker et s'assurer qu'il n'y a pas de contact entre la nature ou l'être humain et ces déchets-là pendant des milliers d'années. Donc, c'est ça qui est le problème des déchets radioactifs. Bon, dans notre domaine, nous, on ne parle pas de déchets, en fait, on parle de combustible irradié parce que il reste beaucoup d'énergie, en fait, dans les déchets radioactifs et on pourrait éventuellement les réutiliser. Par exemple, les réacteurs français ou américains produisent des déchets qui pourraient être utilisés dans les centrales Candu, là, les centrales canadiennes, là, parce que nous, on a des types de centrales où on utilise de l'uranium naturel et de l'eau lourde, et c'est beaucoup plus économe là, en neutrons, là, économie de neutrons. Et donc, on pourrait, si on construisait une centrale de type Candu à côté d'une centrale EPR, là, comme il y a en France, on pourrait prendre ce qu'on appelle les déchets et les réutiliser et produire d'autres électricités. Bon, produire évidemment d'autres déchets à la fin, là aussi. Mais dans l'industrie, on aime mieux parler de combustible irradié que de déchets parce qu'il reste beaucoup d'énergie là-dedans. Et peut-être que les générations futures vont pouvoir utiliser ça aussi éventuellement pour produire d'autres énergies. Mais il reste que c'est très radioactif et il y a des risques élevés pour la santé quand on manipule ces déchets-là.
D'accord. Tout à l'heure, vous avez parlé justement de mix énergétique. Alors, est-ce que vous pourriez expliquer de manière un peu la plus simple le possible? Et aussi, pour poursuivre cette question, qu'est-ce qui explique justement l'importance de l'énergie nucléaire en France, mais je crois qu'au Canada, c'est la même chose, justement, dans ce mix énergétique? Disons que quand on parle de mix énergétique, on doit distinguer deux choses. Il y a premièrement le mix énergétique pour la production d'électricité et ensuite il y a le mix énergétique global parce que l'électricité, en fait, c'est pas une source d'énergie, ça sert à transformer une sorte d'énergie dans une autre là, pour s'éclairer, pour les TGV, etc. Donc, en France, le mix énergétique pour l'électricité, c'est principalement nucléaire. Là, c'était pendant longtemps au-dessus de 80 %. Je pense que ça diminue un peu en bas de 80 %, mais disons environ 80 % de l'électricité est d'origine nucléaire en France. Mais quand on compare le mix énergétique global, parce qu'on utilise aussi l'énergie par exemple, dans notre auto, quand on se déplace, on met de l'essence et autres, le nucléaire compte pour un peu moins de la moitié en France, 40 quelques pourcents, 43 % je pense en 2022. Et les combustibles fossiles, donc quand on pense charbon, pétrole et gaz, c'est un autre 40, un peu plus que 40 % aussi, et les énergies renouvelables pour environ 5 à 10 % en France. Au Canada, et là, ça varie beaucoup d'un pays à l'autre. Globalement, dans le monde, l'énergie nucléaire produit environ 20 % de l'électricité. Et puis globalement dans le monde, encore aujourd'hui, les combustibles fossiles fournissent environ 80 % des besoins énergétiques là, dans le monde. C'est énorme en fait. Et quand on parle de transition énergétique, donc qui est de passer d'où on est actuellement à une société où on produit de l'énergie sans émettre de gaz à effet de serre, c'est ça on parle de transition énergétique. On a un défi, on a un gros défi. Il existe des solutions, puis c'est possible de le faire, mais ça va impliquer beaucoup de changements dans nos sociétés. Donc, c'est ça. Au Canada, c'est un peu différent de la France parce que nous, l'électricité est de compétences qu'on dit provinciales. Donc, chaque province, il n'y a pas c'est pas national. Le Québec, par exemple, nous, c'est 98 % de notre électricité qui est renouvelable parce que c'est par l'hydroélectricité. Donc, on est très, très chanceux, en fait, d'avoir des centrales hydroélectriques qui produisent une très grande quantité d'électricité et on en vend aux États-Unis, on en vend en Ontario, au Nouveau-Brunswick. On a des surplus d'électricité, en fait, qu'on vend à nos voisins. Donc, toute notre électricité pratiquement est renouvelable. Mais il reste que même, un peu comme pour la France, on a presque 50 % de l'énergie qu'on utilise ici qui est aussi du pétrole pour les transports, etc. En Ontario, qui est la province voisine du Québec, où se concentre la majorité des centrales nucléaires au Canada, 18 des 19 centrales nucléaires au Canada sont en Ontario, il y a environ 60 % de la production d'électricité qui est d'origine nucléaire. L'Ontario est un des endroits dans le monde qui est le plus semblable à la France, en fait, pour le mix énergétique. C'est très semblable. Et c'est là qu'on a développé notre industrie nucléaire au Canada. Ailleurs dans le monde, c'est très différent. Les États-Unis, malgré le fait que les États-Unis, c'est le pays qui possède le plus grand nombre de centrales nucléaires dans le monde, là, ça a été longtemps autour de 100. Maintenant, ils ont diminué. C'est 94 ou 95 centrales en opération, là, presque le double de ce qu'il y a en France. Mais c'est seulement 20 % de leur électricité qui est produite par le nucléaire. Maintenant, la majorité de leur électricité est produite par le gaz naturel, qui vient du gaz de schiste. En tout cas, la révolution énergétique des années 2000, en fait, là, c'est la production, la découverte et la production de gaz de schiste et de pétrole de schiste là, par les États-Unis. D'accord. Alors, merci pour toutes ces précisions.
Et alors, justement, une petite question intéressée, puisque je suis en train de traiter de ce sujet avec mes élèves de terminale en ce moment. Comment on peut expliquer finalement le virage nucléaire de nombreux pays du monde dans les années 70? Alors nous, c'était à l'époque notamment de Valéry Giscard d'Estaing, qui était président à l'époque. Voilà. Comment on peut expliquer ça, le Ça virage vient du nucléaire? choc pétrolier. Là, en fait, c'est que jusqu'au début des années 70, le pétrole était extrêmement pas cher. Il était de très faible coût et donc on pouvait produire de l'électricité en brûlant du pétrole et c'était très peu cher. À ce moment-là, euh, l'électricité d'origine nucléaire ne pouvait pas compétitionner économiquement là, avec celle produite par le pétrole. Mais suite au choc pétrolier, au fait que les pays de l'OPEP ont décidé de bloquer leur production, disons, restreindre leur production, qui a créé une augmentation énorme des prix du pétrole, beaucoup de pays se sont tournés vers le nucléaire en se disant on a sur notre propre sol ou facilement accessible de l'uranium et on ne sera pas dépendant du pétrole pour produire l'électricité. C'est ça qui a en fait encouragé dans les années 70 et début des années 80. Il y a eu une énorme quantité de centrales nucléaires qui ont été construites. Là, on est passé de moins de 100 centrales nucléaires dans le monde à plus de 400 en dedans de douzaine d'années, 10-15 ans. Là. Donc, c'est énorme, en fait, quand on pense au temps que ça prend pour construire une centrale nucléaire. Fait qu'il y a eu énormément de construction de centrales nucléaires dans ces années-là. Et toutes ces centrales nucléaires-là, maintenant, donc, ont comme 50 ans, arrivent, ce qui est une grosse problématique. En fait, beaucoup de centrales nucléaires arrivent en fin de vie. D'ici 10 ans, là, il va y avoir beaucoup de centrales qui vont devoir être arrêtées. Et par quoi vont-elles être remplacées? Là, c'est une bonne question. Mais donc, si je comprends bien ce que tu dis, le nucléaire, finalement, permet l'indépendance énergétique des pays. Partiellement. En fait, bon, pour le Canada, oui, parce que nous, on a beaucoup d'uranium. C'est le deuxième ou le troisième pays au monde qui a les plus grandes réserves d'uranium. Et donc, pour nous, c'est vraiment, comme pour l'Ontario, c'est une indépendance énergétique extrêmement bénéfique. Et en plus, on a l'ensemble, ce qui est très rare pour le Canada, là, on a une industrie qui va des mines jusqu'à toute la transformation de l'ensemble de la chaîne est au Canada. Pour la France, depuis 2001, je pense qu'il n'y a plus de mines d'uranium sur le territoire français. Donc, la France, en fait, dépend quand même d'approvisionnement, d'achat d'uranium. Je pense, si je regardais, là, c'est le Niger, le Kazakhstan et l'Australie qui sont les principaux fournisseurs d'uranium pour la France. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a un marché de l'uranium et donc, si jamais il y avait un pays comme la Russie, je sais que la Russie exporte de l'uranium, pas en France, mais ailleurs en Europe, parce que la Russie est un producteur d'uranium aussi, pas seulement de gaz et de pétrole, mais c'est acheté sur un marché. Donc, même si la Russie décide de ne plus vendre d'uranium en Europe, c'est facilement remplaçable par l'exportation de l'Australie, du Canada, du Niger, du Kazakhstan, de l'Ouzbékistan. Là. Bon, eux autres, peut-être la Russie a plus d'influence sur ces pays-là. Mais il y a une indépendance énergétique plus grande aussi parce que le coût de l'uranium est une faible partie, en fait, du coût de l'électricité nucléaire. C'est moins de 20% qui vient du coût de l'uranium, de l'achat d'uranium dans la production de l'électricité. Tandis que pour le pétrole ou pour le gaz, 95% du coût de faire l'électricité vient de l'achat du pétrole ou vient de l'achat du gaz. Fait que même si, mettons, la Russie décide de faire un embargo et que le prix de l'uranium augmente, même s'il double, en fait, ça n'a pas un si gros impact sur le coût de l'électricité. Pas comme pour le gaz, comme on l'a vu en Europe là, cet hiver, pour le coût du gaz, là, pour le chauffage à cause de la guerre en Ukraine.
D'accord. Alors, merci beaucoup. Je vais demander à Vincent juste s'il peut projeter une caricature qu'on utilise souvent avec nos élèves, qui est présente dans énormément de manuels scolaires. C'est un dessin de presse plutôt de Chapat, qui est un dessinateur suisse. Ça nous permet souvent d'illustrer et d'expliquer à nos élèves, notamment de cinquième, ce que c'est que la transition énergétique, pardon, transition énergétique. Est-ce que tu pourrais s'il vous plaît, nous expliquer ce que c'est que cette notion à travers cette illustration? C'est ça. Bon, l'idée, c'est de sortir transformer, donc notre production d'électricité, des énergies là, fossiles et nucléaires en allant vers les énergies renouvelables comme les éoliennes, le solaire ou l'hydroélectricité. C'est ça qui est la transition énergétique. Bon, on voit ici que le caricaturiste pense, et je pense ça aussi, là, ce n'est pas si simple puisque c'est une question d'équilibriste de passer d'une forme à l'autre. En fait, pour moi, ça me fait sourire parce que c'est assez français, c'est très français comme caricature, puisque c'est comme si on passait du nucléaire, comme je disais, les taux de refroidissement sont associés au nucléaire, là, bien qu'en fait, on en trouve les mêmes types de taux de refroidissement pour les centrales au charbon ou les centrales au pétrole aussi, où on peut en trouver. Et donc, la transition énergétique, dépendamment de à qui on parle, on ne sort pas nécessairement du nucléaire. Personnellement, je pense que le nucléaire va rester dans le mix énergétique pour longtemps. En fait, parce qu'on n'a pas le choix, parce que ça va être extrêmement difficile de produire l'ensemble de nos besoins en énergie avec seulement des énergies renouvelables. Mais c'est ça que l'idée de la caricature, c'est que on part des taux de refroidissement qui sont associés là, au nucléaire, mais aussi beaucoup au charbon, et on s'en va vers les éoliennes. D'accord, merci beaucoup. Alors, on va bientôt arriver au terme de notre enregistrement. Alors, j'ai juste trois dernières petites questions, parce que effectivement, quand on voit ce qu'il y a derrière Vincent, je ne peux pas m'empêcher, moi, de poser une petite question sur les catastrophes nucléaires. On parle souvent de Tchernobyl. On a vécu tous ici Fukushima. Alors moi, j'ai eu la chance de ne pas vivre Tchernobyl, mais en tout cas, je me souviens de la presse qui était complètement paniquée à l'époque de Fukushima. Plus proche de toi, aux États-Unis, il y a eu l'accident de Three Mile Island en 79, me semble-t-il. Alors, du coup, qu'est-ce que c'est finalement qu'une catastrophe dans une centrale? Qu'est-ce qui s'est passé à Tchernobyl? Qu'est-ce qui s'est passé à Fukushima? C'est ça. Donc, chacun des accidents dont tu as parlé sont différents. Là. Ça, c'est ma spécialité, moi, la sûreté nucléaire. Puis en fait, je pense que les risques du nucléaire sont plus associés aux centrales en opération qu'aux déchets. Ça, on pourrait en reparler, c'est tout un autre sujet, là, mais dans une centrale nucléaire, il y a une énorme concentration d'énergie et donc, s'il y a un accident, si on perd le refroidissement, par exemple, du réacteur nucléaire, il y a une possibilité que cette énergie-là qui est contenue serve à projeter les déchets radioactifs dans l'environnement. Et donc, je pense que le risque est plus élevé, en fait, avec les centrales en opération qu'avec les déchets. À Tchernobyl, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un emballement. La réaction qui, normalement, est supposée être contrôlée, la réaction nucléaire qui est supposée être constante, il y a eu une perte de contrôle, un emballement de la réaction qui a fait que la puissance du réacteur a augmenté au départ, a doublé très rapidement en quelques secondes et a produit tellement d'énergie que toute l'eau qui allait pour refroidir le cœur s'est vaporisée, est devenue de la vapeur. Et il y a eu tellement d'énergie dans la vapeur que ça a causé une explosion de vapeur. On sait, à la maison, on a des cafetières, on a des choses qui, si on les chauffe sans arrêt, ça va finir par exploser. C'est ce qui s'est passé à Tchernobyl, en fait. Ce n'était pas une explosion nucléaire, dans le sens comme une bombe nucléaire. C'était une explosion de vapeur, mais qui a détruit complètement la centrale et qui a projeté une partie du cœur. Aussi, il y a une partie du cœur qui a fondu, puis qui a projeté une partie du cœur
dans l'atmosphère, dans l'environnement, et donc qui a causé, sur le coup, il y a quelques personnes qui sont décédées, puis ensuite, dans les gens qui sont allés aussi pour arrêter, là, puis l'incendie, parce que ça a causé des températures très élevées, le graphite, qui est le modérateur, a pris en feu. En tout cas, donc, ça a été le pire accident nucléaire de l'histoire, en fait, c'est Tchernobyl, et de loin. Si on regarde la quantité de déchets radioactifs qui ont été projetés dans l'environnement et dans la haute atmosphère, puis qui ont fait le tour de la planète là, en quelques jours, on a même pu au Canada aussi mesurer une augmentation de la radioactivité dans l'atmosphère suite à Tchernobyl. Ce qui s'est passé à Fukushima, c'est assez différent. En fait, les réacteurs ont fonctionné au départ comme c'était prévu parce qu'il y a eu un tremblement de terre et un tsunami. Suite au tremblement de terre, tous les réacteurs ont arrêté comme ils devaient le faire. Le problème a été le tsunami, donc il y a eu une énorme vague qui a envahi le site, qui a inondé complètement le site. Et là, on a perdu toutes les sources de refroidissement. On a perdu l'électricité, on a perdu les diesels qui étaient sur place pour alimenter des pompes qui doivent toujours refroidir le cœur. Et ce n'est pas instantanément, en fait, qu'il y a eu l'accident. Au bout de quelques jours, c'était, je pense, 2 jours après le tsunami, que, à cause de la perte de refroidissement, le cœur du réacteur a atteint des températures très élevées et a partiellement fondu. Il y a quand même, ce qu'on doit dire à Fukushima, c'est qu'il n'y a pas eu de grand déversement de produits radioactifs comme à Tchernobyl, disons, dans l'environnement puis dans la haute atmosphère. On n'a pas mesuré ni en France ni au Canada d'augmentation radioactive suite à Fukushima. Mais c'était donc c'était surtout autour sur le site et sur l'eau qu'on envoyait pour refroidir qui pouvait se retrouver dans l'environnement et dans l'océan. Et c'est plus local, en fait, que Tchernobyl. C'est des moins grandes quantités aussi de déchets radioactifs. Sauf que comme c'est radioactif très longtemps, on doit continuer à refroidir et à contenir les déchets radioactifs produits lors de l'accident de Fukushima pendant très longtemps, aujourd'hui et encore pendant longtemps. Et comme il y a eu quand même un déversement, disons, local, on a dû évacuer les populations, là, je ne me souviens pas, qui vivaient dans un rayon d'une quarantaine de kilomètres là, autour de Fukushima. Et encore aujourd'hui, bon, ils ont réduit, là, c'est maintenant seulement quelques kilomètres. Certaines personnes ont pu retourner vivre là, plus proche de la centrale, mais il reste que pendant très longtemps, on va devoir continuer à refroidir, puis à nettoyer le site de Fukushima. À 3 Miles Island, en 1979, c'était différent parce que là, tout a été contenu à l'intérieur. En fait, ce qu'on pourrait dire, c'est que les systèmes spéciaux de sûreté à 3 Miles Island ont bien fonctionné dans le sens que l'ensemble des produits radioactifs sont restés dans la coupole, dans l'enceinte de confinement qu'on appelle, et donc ça a été limité. Il n'y a pas eu de déversement vraiment à 3 Miles Island dans l'environnement ni dans la population environnante. D'accord. Donc, si je comprends bien ce que tu dis, en fait, dans le nucléaire, le risque zéro n'existe pas. Non, mais comme dans presque toute industrie qui utilise des produits dangereux aussi, là, quand on pense à l'industrie chimique et même aux barrages hydroélectriques, parce que quand on fait des recherches là-dessus, il y a eu aussi des barrages qui ont cédé, puis des gens qui sont décédés suite à ça, même si l'effet n'est pas à aussi long terme que dans le nucléaire, mais il y a quand même des éoliennes, si vous allez sur Internet, vous pouvez voir que les éoliennes peuvent prendre en feu, là, parce qu'en fait, on a des liquides qui sont dans le haut de la coupole pour refroidir, puis parfois tombent, ça met du... Il y a toutes les sources d'énergie ont certains risques, là. C'est pas toutes les mêmes, évidemment. Les éoliennes, je dirais pas que c'est très dangereux, mais il y a dans toutes les industries, puis comme ici, on l'a vécu, les transports de matières dangereuses par train, il arrive des déraillements puis des explosions. Donc, il n'y a pas de risque zéro, je pense, dans aucune industrie, là. Puis dans le nucléaire non plus, ça n'existe pas.
D'accord. Et alors, juste une dernière question sur Tchernobyl. Alors, nous, on a eu beaucoup de chance, hein, puisque on le sait, en France, le nuage s'est arrêté à la frontière. Ah oui. Mais alors, du coup, justement, qu'est-ce que c'est que ce fameux nuage? Et petite question subsidiaire, quelles peuvent être les conséquences sur la santé des gens après? Parce que, par exemple, quand on a tout à l'heure abordé la question d'Hiroshima et de Nagasaki, des gens sont morts au moment de l'explosion, mais des gens sont morts aussi des semaines, des mois, voire des années après. Ouais. Donc, ceux qui meurent comme à Hiroshima, Nagasaki ou Tchernobyl rapidement, c'est qu'ils ont tellement ils absorbent tellement de rayonnement là, que l'ensemble de leurs organes internes meurent ou ça crée toutes sortes de problèmes et ils décèdent rapidement là, au bout de quelques jours ou de quelques semaines. Et certains, même à Tchernobyl, certains qui ont reçu des doses très, très élevées ont quand même survécu. Il y a quelques personnes qui ont survécu, mais qui ont dû avoir des transplantations euh, de moelle osseuse pour qu'ils puissent continuer à produire là, des globules rouges. Là. Mais ça c'est un effet rapide et très, très intense. Ensuite de ça, il y a des effets à plus long terme. Quand on absorbe des rayonnements, il peut y avoir des changements dans notre ADN, dans certaines cellules, qui fait qu'à long terme, on peut développer des cancers. Donc ça, c'est l'effet. Et là, les gens qui ont survécu à Hiroshima et à Nagasaki, il y a eu quand même beaucoup de gens qui ont survécu l'explosion elle-même, mais qui ont développé des cancers. On a pu suivre les cohortes de gens à Hiroshima et à Nagasaki. C'est de là qu'on a développé en fait les normes de rayonnement en disant que, parce que le rayonnement est naturel, il y a un rayonnement qui sort de la roche naturellement, même des aliments qu'on ingère comme les bananes, il y a du potassium radioactif, etc. Là. Donc, il y a un rayonnement naturel qui ne cause pas, en tout cas, ça c'est controversé, mais qui probablement ne cause pas de cancer. Et donc, il y a une dose qu'on peut absorber. Et c'est ça, disons, c'est des transformations de l'ADN dans nos cellules qui fait qu'éventuellement, on va développer des cancers. C'est ça qui est l'impact là, sur la santé et les Très bien, dangers. merci beaucoup. Merci Gilles Sabourin pour vos réponses. Je rappelle du coup, je vais partager mon écran, votre livre, hop, ici même. Voilà, Montréal et la bombe, que nous conseillons évidemment à tous ceux qui écouteront ce podcast. Gilles Sabourin, merci pour toutes ces réponses, encore une fois. Le podcast sera disponible sur le site internet de l'Académie Jalazi. Merci à tous. Au revoir. Merci. Merci.